Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Aden Aïdji, étudiant en 5e année médecine, et dans cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les bases d'interprétation d'un ECG normal. Dans cette première partie, on va aborder quelques généralités sur l'ECG, c'est-à-dire sa définition, les différentes variantes d'ECG, ses intérêts et ses limites, et enfin un petit rappel anatomique et électrophysiologique. Le reste du cours sera abordé au fur et à mesure dans les prochaines vidéos. Alors, un ECG ou électrocardiographe se définit comme un tracé scalaire qui enregistre sur un papier millimétré l'activité électrique du cœur en fonction du temps. On veut dire par l'activité électrique du cœur les différentes variations du potentiel électrique généré par le myocarde, généralement au repos. Et on arrive à capter cette activité grâce à des récepteurs qu'on appelle électrodes. En fait, on a plusieurs variantes de CG et cela, c'est selon l'emplacement des électrodes, la durée et les conditions d'enregistrement. Les électrodes sont placées généralement sur la surface des téguments, mais elles peuvent être aussi placées à l'intérieur de l'œsophage, ce qui facilitera l'exploration de l'oreillette gauche. Ou parfois même, elles sont placées directement sur la surface du cœur lors des interventions chirurgicales. On a aussi ce qu'on appelle le Holter ECG, qui enregistre l'activité électrique cardiaque pendant 24 heures. Et cela, c'est afin de dépister les anomalies paroxystiques qui peuvent passer inaperçues lors d'un simple ECG. Enfin, pour l'ECG d'effort, il sert à explorer les douleurs angineuses qui apparaissent essentiellement à l'effort, autrement dit, les douleurs d'effort. L'ECG est un examen de pratique courante qui présente un grand intérêt, vu sa simple réalisation, son innocuité, son faible coût et sa grande rentabilité sur le plan diagnostic et surveillance. Mais, même si l'ECG semble très puissant comme examen complémentaire, il a aussi parfois des limites diagnostiques dans certains cas, sans oublier qu'il nécessite une technique très rigoureuse pour son interprétation. Et la principale limite, bien évidemment, c'est donc moi et vous, futurs praticiens de la santé, qui ne maîtrisent pas bien la question. D'où l'intérêt de cette présentation. On commence alors par un petit rappel anatomique et électrophysiologique. En fait, le tissu nodal ou cardiolecteur est présent un peu partout dans le cœur, mais pas n'importe comment. C'est selon un schéma bien précis qu'on voit sur cette planche. Nœud sinusal, nœud atrioventriculaire ou nœud AV, le faisceau de His qui se bifurque en une branche droite et une branche gauche. La branche gauche va se diviser en une demi-branche antérieure et une autre postérieure. Et le tout se termine par ce qu'on appelle le réseau de Purkinje. Tout d'abord, l'influx électrique naît au niveau du nœud sinusal, vu qu'il a l'automatisme le plus rapide. Cet influx électrique va exciter les oreillettes de proche en proche, induisant une onde P, qui est large. Arrivé à la jonction atrioventriculaire, l'influx électrique doit passer obligatoirement par ce nœud AV, vu la nature fibreuse des valves. Ce nœud AV est fait de cellules calciques à conduction lente. Il va donc retarder le passage de l'influx électrique et cela va se traduire sur l'ECG par un espace PR isoélectrique. Après avoir traversé le nœud AV, l'influx électrique arrive au faisceau de His et ses deux branches. Le faisceau de His est constitué de cellules sodiques à conduction très rapide. Et qui dit conduction rapide dit aussi une excitation rapide des ventricules. Et cela sera capté par l'ECG comme un complexe QRS fin. Finalement, la repolarisation atriale se fait simultanément à la dépolarisation ventriculaire et sera donc masquée par le complexe QRS. Or que la repolarisation ventriculaire sera représentée par un segment isoélectrique ST qui est suivi du nom de T. Une petite remarque, on parle ici de phénomène électrique et non pas mécanique. Alors, il faut dire dépolarisation au lieu de contraction musculaire
et repolarisation au lieu de relâchement musculaire. Pour récapituler, la naissance de l'activité électrique se fait au niveau du nœud sinusal et n'a pas de traduction électrique sur le CG. La conduction sino-atriale n'a pas également de traduction électrique sur le CG. La dépolarisation atriale est représentée par une onde P. La conduction atrioventriculaire est représentée par un espace PR. La conduction intraventriculaire et la dépolarisation ventriculaire est représentée par un complexe URS. La repolarisation atriale n'a pas de traduction électrique. Et finalement, la repolarisation ventriculaire est représentée par le segment ST et l'onde T. Et voilà finalement l'aspect du tracé ECG qu'on connaît tous. Je rajoute encore deux notions principales. L'intervalle PR, il s'étend du début de l'onde P jusqu'au début du complexe URS. Et l'intervalle QT, qui s'étend du début du complexe URS jusqu'à la fin de l'onde T. On arrive à la fin de cette première partie. Merci pour votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo.